Le bois résonnait des cris et des éclats de lumière. Tikhomir courait, poussé par une seule peur, dans la nuit noire, au cœur de la forêt dense. Les aiguilles de sapin lui griffèrent le visage, les branches craquaient sous ses bottes, mais ses poursuivants ne le lâchaient pas. Leur appétit pour l'âme de l'habitant du village était trop vif. Tikhomir serpentait, s'arrêtait, écoutait, mais les voix se faisaient de nouveau entendre, et il se voyait obligé de repartir à toute vitesse, comme un lièvre effrayé parmi les sapins touffus. Un tronc d'arbre noueux s'accrocha à sa cheville, comme une main morte, et le tira violemment, le faisant tomber face contre terre dans les aiguilles sèches. Les flammes des torches brillaient derrière les arbres, aveuglant ses yeux fatigués. Tikhomir se releva, mais il ne put poser le pied. La douleur irradiait dans sa jambe comme une flamme brûlante, et il retint un cri de douleur. « Voici donc ma fin, pensa-t-il en attendant la mort, avant que des bruits, dans les buissons, ne se fassent entendre, et qu'un homme, de la taille d'un ours, en sorte soudain. L'homme était inconnu à Tikhomir, et pourtant, dans son village, il connaissait chaque visage. Un étranger. Pensait-il peut-être se faire de l'argent sur son compte, l'attraper et le livrer pour une récompense de quelques pièces? Mais si tel était son projet, il perdait son temps. Pour Tikhomir, on ne donnerait même pas un sou. Cependant, l'inconnu semblait avoir un autre plan, et d'un coup saisit le fugitif, le jeta sur son épaule comme un sac de grains, et s'éloigna des flammes mortelles. « Arrête, tu ne t'en tireras pas comme ça !» Une voix résonna dans son dos, accompagnée du sifflement d'une flèche qui se détachait de l'arc. L'homme qui sauvait Tikhomir grogna, jurant contre ceux qui osaient bien viser dans la pénombre aussi bien que sous la lumière du jour, mais il accéléra sa course à travers les arbres. Tikhomir, suspendu la tête en bas, ne distinguait plus la route, mais, contre toute attente, un espoir timide réchauffa son cœur. Cet inconnu ne semblait pas être un ennemi, mais plutôt un allié. Ils sortirent bientôt sur la berge d'une rivière, directement vers un gué. Un endroit qu'il faut connaître, pensa Tikhomir. Il semblait donc m'attendre. À peine avait-il traversé de l'autre côté que les cris commencèrent à s'éteindre, et les lumières n'étaient plus qu'une lueur au loin. Les villageois n'iraient pas aussi loin, ils n'osaient pas risquer une rencontre avec la créature qui avait mutilé la fille du maire. Cependant, le sauveur de Tikhomir semblait soit ignorer la bête, soit ne pas en avoir peur. Il le posa alors sur un rocher couvert de mousse et s'adossa à une pierre, haletant. Tikhomir le regarda attentivement. Il était touffu, puissant, aussi furieux qu'un démon. Son visage était en sueur. Il se tenait d'une main contre ses côtes, et, entre ses doigts, du sang noir s'écoulait. La lueur de la lune, qui perça brièvement les nuages, suffisait à révéler l'ampleur de la blessure. La flèche était enfoncée profondément, et le sang imbibait son vêtement. Il était gravement blessé, et pourtant, cela donna à Tikhomir un étrange sentiment d'espoir. « Puis-je vous aider » demanda-t-il, bien qu'il n'attendît pas l'autorisation pour examiner la blessure. L'inconnu hocha la tête et serra les dents. Pendant ce temps, Tikhomir ressentit ce qu'il éprouvait toujours face aux blessures, un bourdonnement dans les oreilles, une respiration coupée, et son cœur battait fort dans sa poitrine, comme s'il plongeait dans l'eau glacée. La seule chose qu'il avait réussi à sauver en fuyant, c'était sa sacoche avec ses fioles et ses outils. Il déboutonna la sacoche, faillit en arracher les coutures, en sortit une poignée de flacons et d'instruments aiguisés, des morceaux de linge stérilisés, les déposa devant lui et retroussa ses manches. Il n'eut plus conscience de la douleur dans sa jambe, comme si elle avait disparu. Le temps sembla s'arrêter. Tikhomir ne remarqua pas que ses bras étaient recouverts de sang, que son visage était baigné de sueur froide, mais il se souvint de cette unique chose. L'homme en face de lui ne faisait que grogner de temps en temps, restant immobile comme une roche. Lorsque Tikhomir eut terminé, l'homme le regarda avec reconnaissance. « Oui, il ne faut pas dire que l'on t'a oublié dans les villages. On dit que tu es le meilleur guérisseur. » Tikhomir sourit, épuisé mais serein. Il était vidé, mais ce vide ne lui demandait rien. Il rangea ses instruments dans sa sacoche, et le temps reprit son cours, rappelé par les cris des oiseaux et le murmure de la rivière. L'homme toucha lentement le bandage sur son côté, se leva avec effort, tendit à Tikhomir une main rugueuse. La main frêle de Tikhomir paraissait une petite patte d'oiseau à côté de la sienne. « Nous sommes quittes, » dit l'homme, « c'est bien. »« Qu'est-ce qui est bien ?» répondit Tikhomir confus. « Bien que je ne puisse rien te reprocher, que tu ne viennes pas avec moi. » Tikhomir se redressa, posa son pied blessé, se disant qu'il ne s'enfuirait pas bien loin de toute façon, mais qu'au moins, tant que personne ne le poursuivait, il pourrait encore marcher. Cependant, il n'avait pas d'endroit où aller, sa maison avait été brûlée, et s'il revenait dans son village, il risquait la pendaison sans jugement. « Que veux-tu de moi » demanda Tikhomir, sans chercher à cacher sa curiosité. « Ton savoir. Quelqu'un a été malade. »« Il l'est, » répondit l'homme. « Ils ont tout essayé sans succès, il ne reste plus que toi. » Tikhomir hésita un instant.
une route menait à la mort, l'autre était inconnue. Ce n'était pas un grand choix. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il à l'homme. « On m'appelle Dobranom. »« Eh bien, Dobran, dit Tikhomir en redressant les épaules et en passant la sacoche sur son dos. « Mène-moi. » Ils avançaient sur un sentier jonché de branches tombées et la lumière devenait de plus en plus faible. Dobran soufflait lourdement, son souffle râpé, et avançait à peine. Bien que la flèche fût passée par un heureux hasard à côté de son cœur, il avait perdu beaucoup de sang, et celui-ci continuait de suinter à travers le bandage. « C'est loin » demanda Tikhomir, sachant qu'avec son pied boité, il ne pourrait pas porter l'homme bien longtemps. « Eh bien, je crois que non, murmura Dobran. Une fois qu'on atteindra la clairière, ce sera à 2 pas. Tikhomir hésita. Dans la demi-obscurité, il lui sembla apercevoir un mouvement étrange. C'était comme une silhouette de bête se glissant furtivement entre les pins, marchant doucement sur le tapis d'aiguille. Soudain, elle s'arrêta, écoutant. Tikhomir ne bougea pas. Partirait-elle ? On disait que le monstre ne s'intéressait qu'aux jeunes filles, et qu'il ne se préoccupait pas des autres, à condition de ne pas être dérangé. « Attends, murmura-t-il à Dobran. Tu vois ? La bête passa comme une ombre entre les troncs, disparaissant dans la nuit. Seulement ses yeux brillaient d'un éclat argenté sous la lune. « Là !» dit Dobran d'une voix rauque. « La clairière. » De l'autre côté de la clairière, un petit village s'était posé, avec seulement quelques maisons. Les coqs chantèrent dans l'aube naissante. Dès qu'ils sentirent l'odeur d'un étranger, les chiens de garde se mirent à aboyer furieusement, mais leur chaîne les retenait. Dobran était épuisé, mais il conduisit Tikhomir jusqu'à une grande maison à fenêtres rouges. Il frappa violemment à la porte, puis rugit. « Ouvre, Yaroïk, j'ai amené le sauveur de Zlata. » La porte s'ouvrit, révélant un homme vêtu uniquement d'un sous-vêtement. Sa barbe bouclée était en désordre, et la lumière d'une bougie qu'il tenait dans la main illuminait ses yeux enfoncés, un vert sombre, froid et sévère. Cet homme semblait en savoir long sur la tristesse, ce poison qui empoisonne ton sang, mais il gardait encore en lui une force d'acier qui l'empêchait de se courber. « Tu ne mens pas » s'étonna l'homme en scrutant Tikhomir de la tête aux pieds. « Tu es vraiment un guérisseur » Tikhomir haussait les épaules. « Pas entièrement. Je n'ai pas passé l'examen au collège des apothicaires, et je n'aurais pas pu le faire même si on me l'avait demandé. »« Mais tu soignais dans ton village jusqu'à récemment, n'est-ce pas ?»« Oui, c'est vrai, » admit Tikhomir. L'homme tendit une main fine et frêle, presque vacillante, et se présenta. « Je m'appelle Yaroïk, je suis le chef de ce village. Et toi donc, tu t'appelles Tikhomir ? Et tu as été formé par le fameux Peresvet Travnik ?»« Pas longtemps, » avoua Tikhomir. « Pourquoi donc ?» Tikhomir se tut. Il n'avait pas de légende prête pour ce genre de situation, et mentir n'était pas dans ses habitudes. D'ailleurs, tout était clair. Yaroïk savait pourquoi l'élève et le maître s'étaient séparés. « C'est la jalousie qu'il a eue alors » fit Yaroïk, confirmant la pensée de Tikhomir. « Non, » répondit à contre-cœur Tikhomir. « C'était la lâcheté. »« Voilà, c'est ça, » dit Yaroïk en frappant Tikhomir sur l'épaule. « Je te donnerai un toit, et je ne te parlerai pas de ce qui t'a fait chasser du village, mais à une condition, tu feras tout ce que tu peux pour sauver ma fille, pour la libérer des griffes de la mort. »« Quelle maladie l'a frappée » demanda Tikhomir, curieux. « Viens, tu verras bien. »« D'abord, il faut que je m'occupe de Dobran, » dit Tikhomir en hésitant, en regardant la silhouette pâle de son sauveur. « Il a perdu beaucoup de sang, il a besoin de repos et d'un décoction pour soulager la douleur. » Yaroïk lança un regard mécontent d'abord à son invité, puis à son compatriote. On voyait bien que le blessé ne l'intéressait pas tant que la vie de sa fille. Mais quelque chose dans la voix de Tikhomir semblait l'avoir convaincu. Discuter plus longtemps ne servirait à rien, et de toute façon trop de temps avait déjà été perdu. « Soit, » fit Yaroïk, et Tikhomir comprit que pour le chef du village, un seul mot avait du poids, le sien. Il accepta donc de conduire Dobran dans une maison voisine, de le coucher et de lui donner une infusion médicinale. Ses yeux se fermèrent déjà, mais il s'agrippa à la main de Tikhomir et murmura, désespéré. « Ne perds pas ton temps avec moi, va voir Zlata, elle n'en a plus besoin. Je vais m'en sortir. Je suis né robuste, je ne tomberai pas si facilement malade. » Tikhomir dut le laisser, bien qu'une curiosité insidieuse l'envahisse. Le remède allait-il être efficace? Apaisera-t-il rapidement la douleur et arrêtera-t-il l'infection? Mais Yaroïk se tenait là, comme une ombre noire, et il ne pouvait plus retarder ce qu'il savait devoir faire. Ils revinrent tous deux à la maison du vieux chef du village. Contre le mur, sur un banc recouvert de linge, une jeune fille était allongée, frissonnant si violemment que ses talons frappèrent la surface. À son chevet, une grosse femme se tenait à genoux, essuyant la sueur de son front avec un chiffon. Tikhomir ressentit à nouveau la soif, mais aussi un étrange frémissement intérieur. Ni l'odeur lourde et salée qui emplissait l'air, ni l'horreur que l'on ressentirait en voyant un corps se tordre dans l'agonie ne l'affectaient.
Il n'y avait que cette sensation de démangeaison intérieure, un désir urgent de soulager ce besoin insupportable. Tikhomir se hâta vers la malade et s'assit sur le bord du banc. Les yeux de la jeune fille étaient révulsés, sa respiration saccadée, son torse gargouillait et sifflait. À son toucher, son front était aussi chaud qu'un four, la sueur coulait le long de ses tempes, laissant une trace grise et humide sur l'oreiller. « Depuis combien de temps est-elle ainsi » demanda Tikhomir à la femme qui essuyait le front de la malade. « Cela fait déjà 3 jours qu'elle souffre. Elle ne mange ni ne boit, elle ne répond même plus à son nom. On pensait qu'on ne vous verrait jamais arriver, docteur. » Tikhomir soupira profondément. Dobran savait pourquoi il avait été chassé du village. Il savait, et c'était pour cela qu'il était venu à lui, non pas pour sa réputation de guérisseur. Mais, après tout, ce malheur qui frappait la jeune fille. Est-ce qu'il désirait qu'elle meure, lui qui connaissait toute la vérité? Non, il ne veut pas, pensa Tikhomir. Il n'y a pas d'autre issue pour lui. Quand elle est allée dans le framboisier, dit la nourrice, sous la main du guérisseur, elle est revenue toute couverte de sang, sa robe rouge jusqu'aux pieds, alors qu'elle était partie en bleu. Regardez donc son pied. Tikhomir, sentant le regard de Yaroïk fixé sur lui dans l'embrasure de la porte, releva la chemise de la malade et aperçut un bandage sale, sombre de sang. Dès qu'il toucha sa jambe, la jeune fille se contracta violemment sur le banc, se saisissant des draps à pleines mains, les blanchissant sous la pression, et poussa un gémissement. « Calme-toi, calme-toi » murmura Tikhomir en enlevant le linge imbibé de rouge. L'arrière de la morsure était déjà cicatrisé, mais l'empreinte de la douleur restait bien visible sur sa peau. Tikhomir essuya la sueur de son front, s'assit sur le bord du banc et pensa « Que fais-tu, bête sauvage, à t'attaquer aux jeunes filles? Cherches-tu une louve parmi les humains? Non, tu ne trouveras pas de nouvelle proie. Je ferai tout pour sauver cette âme innocente, mais ne me demande pas l'impossible. » Alors, demanda Yaroïk, remarquant que le guérisseur ne regardait pas sa fille. « Tu vas l'aider ou pas ?» Tikhomir, dont la main reposait sur le bras immobile de la jeune fille, sursauta. « Je vais l'aider, » répondit-il en hochant la tête. « Passez-moi la sacoche. » Quand il eut terminé, Tikhomir se tourna vers Yaroïk et, d'un geste, lui indiqua de sortir dans le vestibule. « Qui d'autre connaît la maladie ?» demanda Tikhomir en essuyant à nouveau la sueur de son front. « Eh bien, presque tout le village, » répondit Yaroïk. « Elle est arrivée du bois toute couverte de sang. Elle a effrayé les femmes jusqu'à leur faire blanchir les cheveux. »« Je vois, » intervint Tikhomir. « Eh bien, elle ira mieux maintenant, et demain je recommencerai. Mais j'aimerais poser une question. Pose-la. Si vous savez pourquoi on m'a chassé du village, pourquoi m'avoir amené ici pour votre fille? Vous pensiez que je pourrais la sauver d'une manière différente? C'est toi seul qui as étudié cette maladie dans tout le pays, répondit Yaroïk en haussant les épaules. Si tu ne peux pas l'aider, personne d'autre ne pourra. Il n'y a rien à perdre, sans toi, pour elle, c'est déjà la fin. Voici ce que je vais faire, dit Tikhomir. Dans 2 jours, amenez-moi un sanglier. J'essaierai encore de la guérir, mais si cela échoue, ne m'en tenez pas rigueur. Je ferai tout ce que je pourrai, mais je ne suis pas un dieu tout-puissant. Heureusement, Yaroïk ne posa pas d'autres questions et se précipita vers les chasseurs du village. Tikhomir sortit de la maison sous un soleil éclatant et, à sa grande surprise, trouva Dobran allongé sur le banc devant la porte. Il avait l'air en mauvais état, mais déterminé. « Si tu veux guérir, il faut rester tranquille, » lui reprocha Tikhomir en s'installant à ses côtés. « Il n'y a pas de repos pour moi tant que je ne sais pas si Zlata a une chance, » répondit Dobran. « Elle en a une, » admit Tikhomir. « Écoute bien, » dit Dobran, « si tu sauves Zlata, tu seras assis à ma place à notre mariage, comme un frère pour moi. »« C'est ta fiancée ?» demanda Tikhomir sans grand intérêt. « Yaroïk a donné son consentement il y a 1 semaine, » se vante Dobran, mais il se renfrogna immédiatement. « Et voilà qu'elle est allée dans le framboisier il y a 2 jours, bien que je lui ai déconseillé. On sait bien qu'il rôde là-bas, mais elle a échappé à ma vigilance. Et quand elle est revenue, j'ai failli perdre l'esprit. Yaroïk ne me blâme pas, mais on voit bien qu'il regrette d'avoir donné son autorisation et qu'il ne veut plus de notre mariage. Mais ça ne m'intéresse plus ce qu'il pense. Dis-moi, que va-t-il advenir de ma fiancée ? Je ferai tout ce que je peux pour elle, promit Tikhomir. Mais tu sais bien comment ça s'est terminé dans mon village. Mais si tu n'y arrives pas... » Dobran le regarda avec incertitude. « Elle pourra se réfugier dans la forêt. » Tikhomir garda le silence. Ce n'était pas un simple animal dans leur forêt, mais c'était bien là tout le calcul de la bête. Que la louve s'y attache, et puis viendront les petits. Ce n'était pas un seul animal qui les habitait, et face à une meute, personne ne pourrait s'en sortir. « C'est vrai, ce professeur à qui tu t'es confié, qu'il a tellement été en colère contre ton savoir qu'il a fini par se donner la mort de désespoir, » demanda Dobran, interrompant les pensées de Tikhomir. « Des bêtises !» haussa les épaules Tikhomir. Il n'avait pas de vanité, juste de la peur. « Écoute, je dois me changer et me laver les mains. »
Allons-y, dit Dobrin en se levant lourdement et lui faisant signe de le suivre. On pouvait lire sur son visage qu'il avait encore peur que le guérisseur refuse de soigner sa fiancée. Tikhomir fut installé dans une maison au bout du village. Ses hôtes étaient un vieux couple sourd, qui se criait dessus si fort que les murs en tremblaient. Mais il n'avait pas à se plaindre de ce voisinage, c'était bien mieux que de vagabonder dans les bois. De plus, Dobrin avait pris soin de chauffer de l'eau, ce qui permit à Tikhomir de se laver les mains et le visage. Avant de se coucher, il prit dans sa sacoche de la poudre qu'il appliqua sur ses gencives, puis dormit d'un sommeil paisible jusqu'au matin. Le lendemain, il retourna voir Zlata. Cette fois, la lumière de la pièce était plus forte, et il put mieux distinguer la pauvre malade. Et, en la détaillant, il pensa que peut-être il aurait préféré que le soleil ne vienne jamais briller dans cette pièce. Tikhomir avait vu beaucoup de jeunes filles belles, mais celle-ci ne leur ressemblait en rien, comme une dentelle posée sur une grille en fer forgé. Ce qui le frappait surtout, ce furent ses longs doigts aux ongles roses et ses lèvres délicatement courbées en forme de bateau, pâles et d'une attraction étrange. Il comprenait pourquoi Dobrin s'inquiétait tant pour elle. Si leur destin était d'avoir des enfants, ils seraient très beaux, l'un plus que l'autre. Soudain, les paupières closes tremblèrent, et les yeux de la jeune fille, tachetés de brun avec une teinte verdâtre, apparurent. Voyant un inconnu devant elle, elle demanda, effrayée. « Qui êtes-vous » ? « Ne t'inquiète pas, » tenta de la rassurer Tikhomir. « Je suis médecin, ton fiancé et ton père m'ont amené pour t'aider. »« Comment vous appelez-vous » ? Tikhomir. Il posa sa main sur son front, lui donna une décoction à boire. Sa condition s'était nettement améliorée depuis la nuit dernière, mais cela était en réalité un mauvais signe. Cela signifiait que la maladie s'était installée dans son corps et que l'esprit avait cessé de lutter contre elle. « Je vais essayer de te guérir, lui dit Tikhomir. « Merci, dit-elle gênée. Mais il n'y a rien à faire. J'ai vu la bête. Je sais ce que je deviendrai. J'ai déjà soigné une personne atteinte de cette maladie, répliqua Tikhomir, et j'en sais un peu plus sur elle. Il y a un remède. Ce ne sera pas facile, mais si tu trouves la force. Et qu'est devenu cet homme ? Demanda Zlata, inquiète. Il a guéri ? Tikhomir hésita, mais ne trouva pas les mots pour mentir. Non, il est décédé. Mais avec toi, cela se passera différemment. Je n'avais pas tout compris du traitement auparavant, mais maintenant je connais son défaut. Ils se turent. Tikhomir observait la malade et son cœur se serrait, tandis que son ventre se nouait de peur. Il redoutait de perdre une si jeune, si fragile et si vulnérable âme dans un corps qui, de par sa simple vue, réchauffait ses entrailles. « Vous avez un cœur pur, » répondit Zlata chaleureusement. « Je le vois dans vos yeux. Prenez mon destin et faites-en ce que vous voulez. Je ferai confiance à chaque parole que vous direz. J'exécuterai chaque ordre. » Voilà vraiment une âme en or, pensa Tikhomir, et il comprit qu'il était perdu. Le lendemain, la malade se leva de son lit et sortit à l'air libre. Tikhomir la regarda avec désespoir, sachant bien que la maladie n'avait pas disparu. Cependant, les villageois étaient dans la joie. La fiancée de Dobran était en pleine forme. Le guérisseur avait réussi. Le mariage serait bientôt célébré. Tikhomir s'approcha discrètement de Yaroïk et lui murmura à l'oreille « Ferme les portes de la chambre la nuit. »« Mais elle est guérie, » protesta vivement Yaroïk. « Tu l'as guérie. »« Non, je ne l'ai pas guérie. Mais je le ferai, si vous m'écoutez. »« Fais ton travail, » dit Yaroïk en posant une main sur l'épaule de Tikhomir. « Et moi, je ferai le mien. » Tikhomir le regarda s'éloigner et comprit qu'il ne réussirait pas à convaincre Yaroïk, peu importe ses paroles, peu importe ses gestes désespérés. Mais après le déjeuner, deux événements se produisirent, qui réconfortèrent profondément Tikhomir. D'abord, Dobran arriva en annonçant qu'ils avaient capturé un sanglier pour des raisons médicinales, bien qu'on ne sache plus trop pourquoi, puisque Zlata semblait guérie. Tikhomir réussit à le convaincre que le sanglier était toujours nécessaire et lui ordonna de l'amener dans la remise des vieux, derrière la maison, et de l'aménager de façon à ce qu'il y ait un endroit où s'asseoir et où écrire. « Tu vas dormir avec lui ou quoi ?» sourit Dobran. « Fais attention, c'est une bête sauvage, têtue, et en plus elle est drôlement forte. Si elle ne t'empale pas sur ses crocs, tu n'es vraiment pas fait pour ça. »« Je m'en sortirai, » le rassura Tikhomir. Peu après, c'est Zlata qui arriva, vêtue d'un sarafan brodé. Elle balaya du regard la pauvreté de l'endroit, se signa devant les icônes dans le coin rouge, puis s'arrêta près de Tikhomir. « On dit que la maladie m'a quitté, » dit-elle en s'asseyant à la table. « Mais je me sens mal, tout est flou. »« La guérison n'est pas terminée, » répondit Tikhomir. « Demain, je viendrai te voir pour te donner une nouvelle décoction. »« Vous avez dit que celui-là, l'autre, est mort, » commença Zlata, en baissant les yeux sur ses doigts entrelacés. « Dites-moi, a-t-il beaucoup souffert avant de mourir ?» Tikhomir frissonna. « Non, répondit-il. Je lui ai facilité la fin. » Elle hocha la tête, docile. Puis elle se leva et s'approcha de Tikhomir dangereusement.
Combien de temps me reste-t-il avant de devenir ce que je suis destiné à être si votre remède n'agit pas » demanda Zlata, les yeux plongés dans ceux de Tikhomir, comme si elle cherchait à percer son âme. « Personne ne sait, » répondit-il, en inspirant bruyamment l'air sec, avec une touche de sapin. « Alors, écoutez bien. » Les longs doigts de Zlata serrèrent fermement la main de Tikhomir. « Je ne voulais pas épouser Dobran, c'est mon père qui m'a forcé. Non, il n'est pas un mauvais homme, mais je ne l'aime pas, et si j'étais en bonne santé, peut-être que je vivrais avec lui, sans amour, jusqu'à la fin. Mais si la mort me guette, je ne veux pas faire semblant. » Tikhomir attendait qu'elle continue, mais ses lèvres se fermèrent, dans une courbure obstinée, et ses yeux se remplirent de larmes. Un frisson terrible parcourut Tikhomir. Sa tête s'embrouilla, comme s'il attrapait lui-même la fièvre. Ses doigts se desserrèrent. Zlata s'échappa de la pièce, fermant la porte derrière elle. Longtemps, Tikhomir ressentit des frissons et son cœur battait à tout rompre. Il appliqua à nouveau la poudre de la fiole sur ses gencives. Peu à peu, il se calma. Il pensa à la fille de son chef de village qui avait souffert de la même maladie que Zlata. Avait-elle souffert avant de mourir? Si c'était le cas, son esprit ne le savait pas. Et quand les poils blancs et les crocs acérés apparurent, Tikhomir avait pris son couteau. Le matin suivant, le chef de village entra dans la chambre de sa fille et la trouva morte, la gorge tranchée. Aucun poil, aucun croc pour justifier son acte. Non, il avait tué une innocente, ce misérable tueur d'âmes. Et tout le village s'était armé de fourches pour chasser le maudit guérisseur dans la forêt comme un animal. Il courait, et dans sa tête résonnait « Pourquoi la guérison n'a-t-elle pas fonctionné? Qu'est-ce que j'ai mal fait ?» Et s'il n'avait pas été sauvé par Dobran, il aurait disparu dans les bois. Mais il semblait que le cœur du Seigneur était véritablement grand, car Tikhomir avait eu sa seconde chance. Et maintenant, il se préparait pour une longue nuit. Il devait tout faire comme il se devait. Il devait sauver Zlata. Dans l'étagère du cabanon, des flacons vides, des chiffons propres, une bouteille de samogon, un morceau de papier plié en 4, une encrier avec une plume, un garrot, des rognons de bœuf rôti et le couronnement de la nuit à venir, une seringue d'apothicaire avec une aiguille épaisse et émoussée. La seringue avait été volée à Peresvet le médecin, ce qui avait profondément irrité le maître et aggravé sa haine pour son élève. Mais il n'eut pas le temps de récupérer ce qui avait été pris. Le sanglier gémissait dans un coin, couché sur le côté, les pattes attachées. Il était terriblement énorme, hérissé de piquants, avec des crocs ensanglantés de chaque côté de son flanc gris. Tikhomir regardait l'animal d'un air mélancolique. Et si cela ne fonctionnait pas encore? Et si il avait fait une erreur et que cela empirait? Bien que, après tout, qu'importe. Et pourquoi Zlata était-elle venue? Pourquoi avait-elle dit ce qu'elle avait dit? N'était-ce pas pour qu'il la soigne avec plus de ferveur? Qui sait jusqu'où un homme est prêt à aller pour sauver son âme? Et Tikhomir lui-même. Pourquoi avait-il accepté une telle entreprise risquée? Car si cela ne fonctionnait pas pour sauver Zlata, il savait qu'il ne sortirait pas vivant, qu'il suffirait à Yaroïk de le regarder dans les yeux une seule fois pour que son sort soit scellé. Alors pourquoi ne s'était-il pas ménagé? Était-ce à cause de ce tremblement qu'il ressentait en la voyant, ou de l'intérêt scientifique qu'il éprouvait? Peresvet, le médecin, lui avait dit « Un guérisseur ne peut pas se penser digne tant qu'il n'a pas offert un sacrifice. » Peut-être était-il venu le temps de Tikhomir? Il prit la seringue et regarda de nouveau le sanglier. Celui-ci se taisait, attendant dans une terreur silencieuse. « Eh bien, » pensa Tikhomir, et sentit de nouveau la curiosité qui faisait taire sa peur. Quoi qu'il en soit, ce qui doit arriver arrivera. Il rapprocha le papier et écrivit à la plume. « Je commence un nouveau traitement en injectant du sang d'une bête malade à une femme de 20 ans en l'absence d'autres moyens. Je suis conscient du danger que j'encours, mais il apparaît que cette méthode est nécessaire. » 2 heures plus tard, alors que Tikhomir sortait de la pièce pour se rendre chez Zlata, le vent souffla et emporta le papier de l'étagère. Un rayon de lumière du matin tomba sur son verso et éclaira les lettres nettes, écrites avec une maîtrise parfaite. « J'ai proposé de confier le traitement de cette maladie à mon maître Peresvet le médecin, faute d'autres guérisseurs, mais il a refusé. S'il avait accepté, j'aurais exigé l'ouverture de la cavité abdominale et l'ablation du rein, car il est évident que le sang de ce rein est irrémédiablement altéré. Le maître s'est fâché, m'accusant de mauvaise intention. Il n'y a aucune mauvaise intention, sinon celle de guérir. Si je n'arrive pas à convaincre Peresvet, il vivra encore 1 semaine et mourra dans des souffrances insupportables à cause de sa lâcheté. » À l'aube, Tikhomir frappa à la porte de la chambre de Zlata. Les planches du sol craquèrent légèrement et la porte s'ouvrit, laissant apparaître l'hôtesse tremblante, vêtue d'une chemise de nuit jusqu'aux pieds. Ses yeux étaient remplis de peur, ses mains se cachèrent derrière son dos, comme si elle avait peur de montrer quelque chose.
Mais elle s'écarta devant Tikhomir, lui permettant de poser ses flacons et son sac sur la table dans le coin. « Assieds-toi » ordonna Tikhomir en montrant le banc, et ferma la porte à clé. Zlata le regarda sans un mot, mais obéit. Alors que Tikhomir disposait les instruments nécessaires sur la table, elle lui demanda, les yeux fixés sur les flacons, « De quel sang s'agit-il » ?« Du sang de sanglier » répondit-il en grinçant légèrement. Tandis que Zlata regardait, fasciné, les flacons, Tikhomir prépara rapidement la seringue, un morceau de tissu et de la vodka. Puis il souffla profondément et se donna un signe d'encouragement. « Comment cela va-t-il aider » demanda Zlata tandis qu'il s'approchait d'elle. « Cela diluera la maladie » répondit Tikhomir. « Nous allons libérer ton sang et en introduire celui du sanglier. 3 injections devraient y suffire. » Zlata le fixa avec étonnement. Même elle, qui n'avait aucune connaissance de la médecine, comprenait que Tikhomir entreprenait une véritable expérience avec peu de chances de succès. Mais elle ne savait pas que son sang, désormais mélangé à la maladie, n'était plus celui qu'elle avait avant, il n'était plus humain. Et c'est ce seul fait qui donnait à Tikhomir l'espoir que son corps pourrait accepter l'intervention. « Je vous crois, comme on croit en Dieu », dit soudainement Zlata, alors que Tikhomir s'asseyait à côté d'elle et commençait à serrer le garrot autour de son bras délicat. « Ce n'est pas nécessaire, répliqua-t-il irrité. Tikhomir agissait avec méthode, sans se précipiter. Zlata fronçait son petit front lisse, essuyant furtivement des larmes, probablement non pas de douleur, mais plutôt de peur. Et pendant tout ce temps, elle ne quittait pas Tikhomir des yeux, sa tête se penchant contre son épaule. Il ne résistait pas, bien que cela lui fût difficile, comme si un chat se roulait en boule dans sa poitrine, griffant son cœur battant. Lorsqu'il eut terminé l'opération, Tikhomir rangea les flacons contenant le sang de Zlata dans son sac. Une faiblesse accablante envahit son corps, un bourdonnement incessant résonnait dans sa tête. Zlata, épuisée, s'allongea sur le banc. « Repose-toi » ordonna Tikhomir, et se prépara à partir quand elle murmura. « J'ai peur, dit-elle, sa voix tremblait. Ce matin, je me suis réveillée, et j'avais du sang sur les mains. Mais je ne me souviens pas de qui c'est. Est-ce que c'est le mien ?» Tikhomir s'arrêta dans l'encadrement de la porte. Cela signifiait que Yaroïk n'avait pas réussi dans sa tâche. « J'espère que ce n'est pas un animal, » pensa Tikhomir, mais il n'y croyait pas lui-même. Et en effet, dès qu'il fut sur le chemin, il aperçut un groupe de paysans. Une vieille femme criait, sa voix éraillée, et un petit garçon, pas plus âgé de 7 ans, sanglotait sur ses genoux. Derrière eux, Tikhomir aperçut le corps d'un homme, allongé sur le sol. Mais ce qui était étrange, c'était que sa tête était séparée de son cou. Plus tard, il devint évident que la tête était encore attachée au corps, mais que la gorge avait été lacérée avec une telle violence que les morceaux de chair dans la terre noire étaient devenus méconnaissables. « Mais elle ne s'est pas échappée », pensa Tikhomir. « Cela signifie qu'il y a encore de l'espoir, que la transformation n'est pas complète. Tant que son esprit humain est encore capable de la guider, et qu'elle peut se déplacer dans les 2 sens. Je lutterai contre cette malédiction. Elle ne sera pas la fiancée du loup, et ne tourmentera pas les innocents sous la cime des sapins. » Yaroïk se tenait là, pensif, détaché. Tikhomir s'approcha de lui sans crainte et ne put s'empêcher de lui adresser un reproche. « Je t'avais dit, il faut fermer la porte à clé. »« Ce sont les loups de la forêt, » répondit Yaroïk en secouant la tête. « Ils venaient déjà autrefois, mais nous les avons chassés il y a 6 mois. Il semble que la progéniture soit revenue. »« La progéniture. Zrenia, Tikhomir. » Bien sûr, la progéniture, mais pas des loups, Yaroïk, pas des loups, c'est la tienne, ta propre progéniture. Enfin, où est la logique à présent ? Tikhomir se rendit tous les jours chez Zlata avec son sang, tremblant à chaque fois. Et il ne savait pas exactement ce qui le terrifiait le plus, la trouver morte ou voir la pièce vide. Ni l'un ni l'autre ne se produisit. Le 4e jour, Zlata lui ouvrit la porte, souriante. « Je me sens mieux, Tikhomir » s'écria-t-elle en se pressant contre lui sans gêne, comme si elle était fiancée à lui et non à Dobran. « Je n'ai pas dormi de la nuit et j'ai tout retenu. La maladie recule. » Tikhomir effleura ses boucles douces, passant sa main sur son corsage brodé. Voilà donc, elle se réjouit, tandis qu'elle oublie déjà l'homme qu'elle a tué. Ou peut-être ne s'en souvient-elle pas, ou ne veut-elle pas savoir. Tikhomir n'osa pas lui poser la question. Il se rendit chez Yaroïk le soir même où l'homme au cou déchiqueté fut retrouvé. « Ce sont les loups, » répéta Yaroïk. « Tout le monde le sait. » « Ta fille s'est réveillée avec du sang sur les mains, » remarqua Tikhomir. « Que faut-il en faire ?»« C'était un rêve, » répliqua fermement Yaroïk. « Parle-moi plutôt de l'avancée du traitement. »« C'est presque fini, » répondit Tikhomir. « Cette nuit, je resterai avec elle et je saurai avec certitude. Et si tu échoues ?» Tikhomir resta silencieux, cherchant les mots, se souvenant de la fille du chef de village décédée. « Ne parle pas de malheur, » dit-il finalement, « et enterrez-la convenablement. » 1 heure avant minuit, Tikhomir arriva chez Zlata, un couteau caché sous sa ceinture.
Sur la table, un bol de soupe et un morceau de pain l'attendaient, et un plaid était étendu dans un coin. Dobran, en entendant parler de ce qui allait se passer, eut un rictus sur le visage, mais ne contesta pas auprès de Yaroïk. Il risquait de perdre le droit de se marier avec Zlata. Et puis, que valait ce Tikhomir? Mince, pâle, taciturne, un fugitif. Zlata ne l'épousera pas, c'était certain. Il exprima cette pensée à Yaroïk alors que Tikhomir se tenait derrière la porte, prêt à dire au revoir. Mais il ne le fit pas. Il partit, pensant sur la route. Dobran a raison. Une femme n'épousera pas un homme comme Tikhomir, à moins d'une grande insistance. Mais après tout, qu'est-ce que le bonheur dans le mariage, tant que l'amour est là, et que l'on est amoureux? On joue aux cartes, proposa timidement Zlata. Je n'ai pas de quoi, répondit Tikhomir, désireux de jouer à quoi que ce soit, tant que c'était avec elle. C'est à moi de faire un vœu, murmura Zlata avec un sourire malicieux. Il n'eut d'autre choix que d'accepter. Zlata sortit un jeu de cartes usé, au coin plié et au dos effrité. Tikhomir n'avait joué qu'une ou deux fois auparavant, mais il n'avait pas eu l'occasion de s'y adonner, passant ses journées dans la cave avec Peresvet. Ainsi, il se rendit sans résistance à Zlata, perdant instantanément, sans même un combat. « C'est donc mon vœu !» s'écria-t-elle joyeusement. « Tout ce que tu voudras, je l'exécuterai, promit Tikhomir. » Zlata se leva de la table et s'approcha de lui presque silencieusement, enroulant ses bras autour de son cou. Il ne bougea pas, redoutant que, par un geste, elle ne se disperse comme la cendre d'une lettre brûlée. Mais elle ne se dissipa pas, au contraire. Elle l'étreignit d'un feu ardent, pénétrant sous sa peau et y restant pour l'éternité. « Tu m'as sauvé » souffla Zlata, couvrant son visage de baisers, comme des pétales de soucis tombant sur lui. « Tu m'as sauvé 2 fois, de la maladie et de la vie, avec un homme que je ne pouvais pas aimer. Prends-moi pour femme, Tikhomir. Fuyons mon père. Il me traite comme du bétail. Ne va pas là. Écoute seulement lui. Épouse Dobran. C'est une bonne partie. Mais je ne peux pas épouser Dobran. Je t'aime. » Tikhomir acceptait ses offrandes en silence, ne pensant qu'au matin à venir. Et au matin, elle était là, allongée près de lui, inchangée. Et Tikhomir comprit que la maladie s'en était réellement allée. Il était temps pour lui de partir. Dans la forêt, les rossignols chantaient. Tikhomir se rendit jusqu'au ruisseau et s'arrêta pour se reposer. Son corps brûlait, la fièvre le mordait si violemment qu'il ne pouvait même pas serrer ses paumes en un point. Ses pensées étaient instables, parfois il voyait tout clairement, parfois il sombrait dans un brouillard. Soudainement, son odorat se fit plus aiguisé, capable de distinguer chaque senteur avec la précision d'un chien de chasse. Sous un pin majestueux, Tikhomir se fit un coin de sommeil pour la nuit à venir. Il soupçonnait qu'il ne mourrait pas, même s'il continuait à jeûner, et que, d'ici la nuit, la transformation serait terminée. Et alors, il ferait ce qu'il devait. La fièvre le frappa de sommeil mortel. À travers la brume, il entendait les cris des corbeaux et le hurlement lointain des loups. Il avait l'impression que ses os avaient gonflé et brûlaient, comme des braises dans le feu. Une sueur ruisselait sur son corps et ses paupières démangeaient, comme si des fourmis les avaient piquées. Il voulait sombrer plus profondément dans le sommeil, mais quelqu'un l'appelait de loin, répétant son nom d'une voix forte et traînante. « Tikhomir !» Il leva la tête et écouta. Non, ce n'était pas une illusion. On l'appelait vraiment par son nom. Peut-être que Dobran était parti en chasse pour punir l'impudent qui avait osé aimer sa fiancée. Tikhomir était prêt à lui expliquer, mais pas maintenant, alors que les ombres déjà noircissaient le sommet des pins. « Tikhomir !» continua la voix familière. Tikhomir frissonna. Il reconnut ce doux carrefour de sons, semblable à la cloche d'une église. Il voulut fuir, mais ses jambes ne répondaient plus. Il se coucha à même la terre. Peut-être que cela suffirait, que la personne passerait sans le voir. Mais Zlata était déjà là sur la rive du ruisseau, et elle aperçut le guérisseur replié sur le sol. « Tikhomir !» s'écria-t-elle. Il se leva d'un bond, prêt à rassembler toutes ses forces et à s'enfuir, mais la confusion sur le visage de Zlata le fit hésiter. « Je sais ce que tu as fait !» s'écria-t-elle. « Va-t'en !» répondit Tikhomir, ne voulant pas discuter de ce qui était déjà décidé. « Va-t'en immédiatement !» « Ce n'était pas du sang de sanglier, » dit-elle, essuyant sans fin les larmes qui perlaient à son menton. « C'était le tien !» Il n'avait pas quitté des yeux le buisson d'arbres à mûres derrière Zlata. Le crépuscule s'épaississait, la lune, ayant délaissé sa robe de nuages gris, se levait, nue au-dessus de la forêt. « Qu'as-tu fait » s'écria Zlata, se serrant le cœur à 2 mains. « Tu t'es détruit toi-même. »« Il n'y avait pas d'autre remède, » répondit Tikhomir d'un ton acerbe. « Le sang de sanglier ne guérit pas, il faut du sang humain. Et si je t'avais tout donné, personne n'aurait pu achever le soin. Et puis, quelqu'un doit stopper la bête sauvage. » Il recula, s'adossa au tronc épineux d'un arbre et leva la tête. Son visage brûlait de fièvre et démangeait terriblement. Son corps tremblait de frissons violents.
Soudain, il entendit le craquement de ses propres os. Son crâne se comprima sur les côtés, son nez se projeta en avant, ses dents s'allongèrent, débordant de sa lèvre inférieure. À travers sa peau, un pelage blanc commença à percer. Ses ongles se courbèrent rapidement vers le bas, son pouce se rétracta, les autres se raccourcirent, et ses paumes devinrent aussi dures que du lin. Tikhomir se plia de douleur dans le dos et se rendit compte que ses bras étaient maintenant à la même longueur que ses jambes. Il pouvait désormais se tenir fermement sur ses quatre pattes et montrer sa gueule pleine de crocs. « Qu'as-tu fait » murmura Zlata, immobile, figée sur place. « C'est pour ça que tu es venu ici, pour venger ma mort. » Tikhomir secoua la tête. Pour elle, pour la défunte qu'il n'avait pas pu sauver. Combien de fois il avait traqué la bête dans la forêt, s'échappant adroitement, ne cherchant pas à se montrer. Il semblait attendre que la louve réponde à son appel, que les petits arrivent. Chaque animal a besoin d'un compagnon, mais un homme, visiblement, pas toujours. Et même si tu viens à bout de lui, souffla Zlata à travers ses larmes, où iras-tu ensuite ? Mon tendre, prends-moi avec toi. Je t'aime plus que tout au monde. Pour toi, je serai aussi bien humaine que louve, mais ne me laisse pas ici toute seule. Tikhomir gronda, pour lui ordonner de se taire. Qu'importait où il allait. Sa vie, à elle, était tout autre, longue et heureuse. « Zlata !» Soudain, une voix se fit entendre derrière lui. Dobran apparut sur la rive du ruisseau, son arc tendu à l'extrême, prêt à casser. Zlata se retourna, leva les bras, mais il était trop tard. À peine le monstre apparut-il, qu'elle aperçut Dobran tirer sur la corde de son arc, sans hésiter, pour sauver sa fiancée. Tikhomir se jeta sur le côté, mais la flèche pénétra dans son ventre et explosa en une fontaine de flammes. Zlata se précipita vers l'animal, et même Dobran ne réussit pas à la retenir. Elle s'agrippa au pelage blanc de sa nuque, s'effondra face contre la fourrure douce. « Pardonne-moi » hurla-t-elle, sa voix se muant en un gémissement de louve. « Pardonne-moi » Tikhomir aperçut Dobran. Il était immobile, droit, ses yeux durs comme de la pierre. « Il a entendu » pensa Tikhomir. « Il a entendu la supplique de Zlata. » Et il avait tiré en connaissance de cause. Tikhomir se redressa sur ses pattes tremblantes. La fourrure de son ventre était collée, mais la force ne l'avait pas encore quitté. D'un coup de langue sec, il effleura la paume de Zlata, savourant son goût pour l'adieu. Un guérisseur ne peut se croire digne, tant qu'il n'a pas fait de sacrifice, lui avait dit Peresvet le botaniste. Mais maintenant, Tikhomir se rappela que ces mots étaient en réalité. Un guérisseur ne peut se croire digne, tant qu'il n'a pas sacrifié lui-même. Il se mit lentement à courir vers les buissons d'arbres à mûres, laissant des touffes de fourrure accrochées aux branches épineuses. Le plus loin possible des villages, le plus loin possible de lui-même.